Hello vous! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que la reprise n'a pas été trop difficile. Je sais que vous êtes plein à avoir repris les cours, certains le boulot, courage! Faut se dire qu'on rentre dans un mood automnal et que c'est quand même plutôt sympa, le côté cocooning, chocolat chaud, nouveaux projets, nouvelle motivation. Non, c'était mieux les vacances? Oui, mais de toute façon, on peut pas revenir en arrière, donc profitez de chaque jour quand même. Aujourd'hui, on va parler de livres. Comme je vous l'avais dit il y a 2 mois, je ne me suis pas fait de pile à lire pour le mois d'août et je ne m'en fais pas non plus pour le mois de septembre, étant donné que je me marie et que niveau timing, voilà, je vais pas arrêter parce qu'il y a aussi une convention d'ailleurs fin septembre, la MIA en Belgique. Si jamais vous êtes belge, venez me voir, ou si vous êtes pas loin, ou si vous êtes pas belge et vous êtes dans le coin, bref, venez. Mais tout ça pour dire que ce soit août ou septembre, je serai peu à la maison, ou j'ai été peu et je serai peu à la maison, donc je m'adapte. C'est-à-dire que j'ai lu ce que je voulais quand je pouvais. Ce qui fait que le deck lecture de ce mois-ci est assez particulier. J'ai surtout des romans, puisque tout simplement quand je partais en vacances, je prenais 3 ou 4 gros romans dans ma valise et pas 50 mangas ou 50 BD parce que au niveau du poids et de la place, ça aurait pas été smart. J'ai quand même un peu de BD et un peu de manga, mais du coup que j'ai lu quand je suis rentrée entre 2 voyages. Je vais commencer par ça. J'ai des découvertes en roman, les enfants, trop cool. Et un abandon. Mais je vous spoil pas. Je vais commencer par les BD. C'était rapide, c'était bien. Les 3 étaient bien. Oui, il y en a 3. Toup! Roman graphique, Heartstopper, tome 4, qu'Emily Flock m'a envoyé. Comme d'habitude, le petit pseudo est noté. Quand vous m'envoyez des livres, je note les pseudos. Emily m'a envoyé du coup le tome 4 qui est le dernier publié. Il y a des hors-séries, mais en tout cas en termes d'histoire, c'est à jour pour le moment. Merci encore à toi, parce que du coup, grâce à toi, j'ai pu lire toute la saga. J'avais un peu peur, de lire le tome 4, puisque le tome 3 m'avait mis vraiment mal. Le tome 3, en gros, parle de troubles alimentaires. De manque de communication, de tout ça, de mal-être, et a fait beaucoup écho pour moi parce que ça m'a rappelé quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'avais du coup un peu peur, surtout que plein de gens m'ont dit si t'as pas aimé le tome 3, enfin si t'as eu du mal avec le tome 3, le 4 il va te mettre super mal, et en fait pas du tout. J'ai trouvé que le 4 était beaucoup plus doux à lire. Je pense que ce qui m'a mis mal dans le tome 3, c'est qu'il y a plein de problèmes qui pop et il n'y a pas de solution apportée, alors que dans le 4, il y en a plein. Justement, dans le 4, c'est un peu, pas la résolution, mais l'avancée des problèmes. C'est-à-dire que, ok, il y a les problèmes, mais les personnages travaillent ensemble pour essayer de vivre avec et de les régler. Il y a un beau dialogue, il y a un très très beau dialogue d'ailleurs entre Nick et sa maman à un moment que je trouve hyper sain. Entre Nick et Charlie aussi, il y a beaucoup d'échanges qui sont super positifs. Ce tome-là m'a vraiment pas mis mal à l'aise et m'a vraiment pas mis mal tout court en fait. Au contraire, j'ai beaucoup aimé le lire et je trouve qu'il propose un message très sain et bienveillant pour tout le monde. Donc je le recommande. Enfin, je recommande aussi le tome 3, hein, c'est juste que le 3 m'a mis mal. Je pense que si vous lisez le 3, lisez le 4 pas longtemps après. Ruminez pas le 3 tout seul trop longtemps, si vous êtes un peu sensible sur ces sujets-là. Mais le 4 vraiment, il est bien. Enfin, il est bien et bon, je trouve, pour le petit cœur. De toute façon, cette saga... Heartstopper, c'est vraiment hyper cool. Il y a aussi le film Netflix, enfin la série Netflix d'ailleurs, hein, si jamais, j'ai fait d'ailleurs des vidéos react dessus, qui est très sympa, mais je préfère le roman graphique quand même. J'ai lu Le règne des Borgia, tome 1/2, donc je n'ai pas encore le 2, puisque le 1, je crois qu'il vient de sortir, avec Alexandre VI à l'honneur. Alexandre VI, qui est un pape qui a pas mal marqué l'histoire, dans le sens où... comment dire ça? Il était un peu border, c'est-à-dire qu'il est passé pape alors qu'il avait plusieurs maîtresses, plusieurs enfants. Bon, alors c'était pas le premier, mais on va dire que lui avait vraiment une vie de débauche. Voilà, hein, c'était un peu un pape qui était pas hyper apprécié de tous et qui a fait couler beaucoup d'encre. Sa fille Lucrèce d'ailleurs est très connue pour avoir couché avec plein de gens, pour avoir fait de l'inceste avec son frère, voire avec son père. Alors, vrai ou légende, ça dépend les sources, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le règne d'Alexandre VI a pas plu à tout le monde et du coup, c'est une partie de l'histoire qui a été hyper importante. Du coup, j'étais très contente de recevoir une BD sur cet homme-là et sa famille de manière générale et du coup, j'ai hâte de voir la partie 2 parce que là, on arrive à un moment où ça commence à puer pour sa tronche. Je pense que ça va pas forcément bien finir, mais il est malin, donc j'avoue que je ne sais pas comment il finit ce pape. On peut pas buter un pape de toute façon dans l'Ancy. Je ne sais pas, me spoilez pas la fin d'Alexandre VI, je ne sais pas, j'avoue que je ne connais que le début de son règne. Enfin oui, c'est un règne pour un pape, mais du coup ouais, comme d'habitude, vous savez, avec ce type de BD chez Glénat, ce qui est cool, c'est qu'à la fin en plus vous avez des dossiers. Et là j'ai bien aimé les dossiers justement sur chaque membre de la famille, je les trouvais assez clairs et bien remplis. Donc voilà, belle découverte historique. Il me fallait quand même une lecture un petit peu sérieuse. J'ai lu Journal d'un enfant de lune que j'ai reçu de la part de Marjorie, donc une éditrice qui travaille avec plusieurs maisons d'édition. Et j'ai même ma petite dédicace.
C'est un très joli livre d'une jeune fille, une jeune adolescente qui arrive, qui déménage avec sa famille et qui dans sa nouvelle maison tombe sur un journal caché derrière le radiateur d'un adolescent qui souffre de la maladie du coup d'enfants de lune, c'est comme ça qu'ils sont appelés, qui ne supporte pas en gros les UV. Donc ce qui est quand même très embêtant, c'est une maladie qui existe hein. Et du coup, il y a des choses qui sont qui sont mises en place pour essayer de faire en sorte que ces enfants arrivent à vivre à peu près normalement, mais c'est évidemment très compliqué. C'est un très beau témoignage, c'est très doux, très triste aussi sur certains points, mais c'est du jeunesse, donc voilà, c'est pas traumatisant à lire, hein, on n'est pas sur quelque chose de trop difficile, mais c'est très joli. Voilà, c'était une belle lecture qui fait découvrir de plus une maladie que je ne connaissais pas personnellement, et c'est toujours bien de faire connaître des choses peu connues. Parce que c'est en parlant qu'on fait avancer en général les situations problématiques. Communication. Donc carton plein pour les BD. Alors les mangas par contre, mes seules lectures en manga, c'est Alice qui me les a passées. Alice, maintenant vous devez commencer à la connaître, c'est une de mes modos qui est très passionnée dans la vie. Vous voyez, elle aime plein de choses, elle aime plein de séries, elle aime plein de films. Je ne sais pas comment elle fait. Je crois qu'elle doit avoir un retourneur de temps à la Hermione. Je ne sais pas comment elle fait pour voir et lire autant de trucs. C'est pas, genre, quelqu'un qui est fan de cinéma, en général, il lit pas 50 trucs en même temps, tu sais, il regarde beaucoup de films. Elle regarde beaucoup de films, elle regarde plein de séries, elle lit plein de trucs. Et elle travaille comme une dingue, en plus. Non, parce que c'est pas, elle fout rien, elle travaille comme une ouf. Je ne sais pas comment elle fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, en discutant sur Discord il y a genre 2-3 mois, elle me fait « Oh comme je viendrai pour ton anniversaire, je vais t'amener quelques mangas. » Et elle m'en a amené 5. Donc je les ai lus en priorité pour qu'elle puisse les remporter pour le mariage, comme ça je les garde pas éternellement. Je vais vous faire mon retour dessus, sachez que les 3/4 sont quand même assez vieux, hein. Donc si vous aimez pas les dessins vieillots, ça va pas vous plaire. Je vais commencer par celui-là parce que je l'ai lu hier soir, Basara. Alors, alors certes les dessins sont vieux, mais c'est pas ça qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire que, en gros, Basara, c'est le nom de l'héroïne. Voilà, c'est une jumelle qui a un frère qui s'appelle Tatara, et Tatara est l'élu de son peuple, et elle, du coup, c'est un peu la faire valoir. Alors, ce que j'aime beaucoup dans les mangas qu'elle m'a passé, c'est que les femmes ont un caractère fort et sortent et se battent tout de suite. Pour des vieux mangas, en plus, c'est assez déroutant, et c'est cool. Par contre, si j'avais touché 2 balles à chaque fois que le prénom Tatara il était noté dans le manga, ça m'aurait remboursé ma robe de mariée. Et j'aurais pu me payer un début de voyage de noces. Sans déconner, il n'y a pas une page où il n'y a pas Tatara. Attends, là il y a Sarasa. Voilà. J'ai ouvert une page au hasard, Tatara. Non mais encore, là c'est qu'une fois. Non parce que des fois, voilà, là, regarde, une autre, Tatara. C'est un gag. Je veux dire, au début, vraiment, c'est un gag. À la fin, ils partent au combat, Tatara. Non mais c'est, regarde, encore. Non mais c'est fou. Ils disent Tatara tout le temps. Et encore, si c'est une fois toutes les doubles pages, t'as de la chance, parce que des fois, ils crient en boucle. T'as chat à chaque case. Non mais vraiment, du coup, le nom Tatara, genre, je l'ai lu hier soir avant de dormir. Et avant de dormir, j'ai dit à Kim, d'amour, dans le manga, ils disent tout le temps Tatara. Et du coup, avant de s'endormir, on a fait Tatara. Voilà, non mais ça m'a matrixé. Donc Tatara, je ne peux plus. Surtout que, bon, du coup, bon, je me spoil pas, mais en gros, on l'entend beaucoup, ce nom-là, quand même, hein. Donc voilà, l'histoire est cool. C'est très moderne. Mais, enfin très moderne dans le traitement de l'héroïne, même s'il y a un homme fort avec des fêlures qui a l'air absolument dégueulasse en termes de morale, mais ouais non, Tatara peut pas. Et en plus le pire c'est que le truc s'appelle Basara, parce que la fille s'appelle Basara, Tatara c'est son Jums, mais on dit que Tatara, j'en peux plus de Tatara, donc du coup Basara sympa, mais trop de Tatara, voilà, donc je ne continuerai pas. Ah oui, alors je vais faire d'abord les trucs que j'ai pas trop aimés, puis on va finir par ce que j'ai préféré. Bizarrement, ce que j'ai préféré, c'est ce qui est plus récent. Hein. J'ai lu Akuma to Love Song. Song, bon, vous connaissez mon accent anglais. Hein. Alors, les dessins, pareil, c'est pas moche. C'est pas moche, mais je kiffe pas. Voilà, c'est pas ma cam, c'est pas... Non, c'est mignon, mais c'est pas ma cam. En gros, c'est l'histoire de cette jeune fille... comment dire, elle a un 6e sens qui permet de voir les attentions des gens autour d'elle. Donc en gros, tu lui mytho, elle sait que tu mytho, tu vois. Donc, ça la rend très franche, donc c'est une connasse. Enfin, elle se comporte mal, voilà. Elle est désagréable avec tout le monde, enfin désagréable, voire odieuse, elle est agressive. Voilà. Alors oui, alors du coup elle arrive dans un nouvel établissement, parce que dans son ancien elle s'est fait virer parce qu'elle a fait du mal à d'autres gens. Elle se fait des poteaux, et les poteaux, bah ils voient bien que les autres l'aiment pas, donc ils essaient de l'aider.
mais elle m'énerve quand même. Mais après, je devine la bonne nature de la meuf et qu'elle va progresser et qu'il va y avoir un love interest parmi les poteaux parce que c'est un homme fort avec des fêlures. Oui, mais je m'en fous. Voilà, de base, des histoires d'amour, j'avoue que je m'en tamponne un peu le coquillard quand c'est axé dessus. Et là, en plus, je veux dire, la meuf... je veux bien qu'elle ait besoin de cours pour être aimable, mais enfin, quand même, enfin, tu te doutes bien que si tu rencontres quelqu'un et que tu fais « Oh là là, t'es moche », bah ça va pas bien se passer, je veux dire, enfin voilà, il y a un moment... Donc oui, non, ça m'a plus énervé qu'autre chose, voilà. Mais j'aime bien l'homme fort avec des fêlures du truc. Attends, je trouve... Voilà, la photo. Voilà, il est là. Voilà, vous comprenez pourquoi Alice aime bien, elle aime bien les hommes forts avec des fêlures. Mais non, mais elle, du coup, j'ai pas... C'était sympa, mais ça restera là, voilà, ça sera pas plus. Un autre vieux, Inuyasha. Mais j'ai lu des trucs. Alors, c'est pareil, c'est sympa. Pour le coup, en gros, bah, c'est un peu le même principe que le Tatara, là. C'est que, en gros, c'est une jeune fille qui se retrouve propulsée dans un... Comment dire, dans une sorte de monde antérieur. C'est pas une vie antérieure, mais un monde antérieur. Et elle se retrouve en mode hyper héroïne, alors que bah, dans sa vie quotidienne, c'est une petite meuf normale, mignonne, quoi. Et du coup, elle a un sacré courage et elle se bouge vachement le cul. Ça, c'est très appréciable, vraiment, ça j'ai beaucoup aimé. Je pense que ce serait le plus susceptible que je continue parce qu'il n'y a pas de Tatara à l'intérieur. Par contre, il y a quand même quelques trucs. Bon, tu sens que ça va durer 10 000 ans en plus. C'est comme Tatara. Genre, à la fin du tome 1 de Tatara, ils te disent oui, il faut retrouver les 4 sables de samouraï et défaire tous les rois du royaume. Je dis, ah, si t'en as 10 000 ans, c'est mort. Là, c'est un peu pareil. T'es en mode oui, alors du coup, bah, il va falloir retrouver tous les petits morceaux de cristaux éparpillés. Flemme. Vraiment flemme, mais l'idée est cool, tu vois, genre t'as vraiment une héroïne sympa, moderne pour le coup. Lui par contre est insupportable, hein, voilà, on est quand même sur un homme fort avec des fêlures qui est aussi une grosse tête à claque, voilà, soyons polis. Donc voilà, je n'ai pas, alors, j'ai trouvé ça sympa à lire, mais je lirai pas la suite parce que ça s'annonce très long, hein, vraiment très long. Et il m'en reste deux du coup qu'Alice m'a prêté. Gangsta, alors là pour le coup les deux dont je vais parler m'ont plus plu. Gangsta, c'est assez glauque, gore. C'est ces deux mecs-là, en gros, qui sont... comment je peux présenter ça sans spoiler ni rien? Bon, en gros, c'est un peu... pas des Robins des Bois, mais des truands. C'est des truands qui démantèlent avec l'aide de la police. En gros, ils aident la police et ils démantèlent d'autres réseaux de truands qui sont plus méchants. Eux, c'est des gentils truands, voilà. Typiquement, ils aident une prostituée à un moment, tu vois. Donc alors voilà, pour le coup, c'est pas tout public, je pense. Il y a des scènes de sexe. Enfin, on voit une prostituée qui fait son travail au début. Il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de meurtres. C'est assez violent. Par contre, j'ai bien aimé le caractère des deux gars. Je les ai trouvés touchants et attachants en un seul tome, ce qui est quand même pas mal. Je serais curieuse de lire l'univers. Après, en termes de dessin, c'est pas ma came spécialement. Je trouve ça assez fouillis. Il y a plein de moments, genre, je suis pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup, enfin, les scènes d'action. Alors, typiquement, ça, c'est des genres de double page où je suis perdue. Genre, j'en ai une avant l'autre. Enfin, c'est le bordel. Maintenant, bon, voilà. Je l'ai trouvé sympathique et il ferait partie de ceux que je serais curieuse de découvrir davantage. Surtout que je crois pas qu'il soit trop long, celui-là, pour le coup. Mais, ouais, non, c'était sympa. C'était sympa. Peut-être un peu trop brutasse pour moi. Mais, sympa. Et le dernier, alors... Alors, lui, The Abandoned Empress... On est sur une jeune fille qui sert de seconde épouse à un empereur qui est un connard fini et qui le paye très cher et qui a une chance de revenir dans le temps pour changer les choses. Je dois avouer que quand j'ai lu la première partie, j'étais en mode... J'ai envoyé un message à Alice, j'étais en mode mais... Non, je l'ai pas envoyé un message. Si, elle était au Airbnb à ce moment-là. J'ai envoyé un message, je fais mais pourquoi tu me fais lire ça? Genre tu veux que je tue quelqu'un? Genre c'est vraiment le mec, c'est un nom pas fait, tu vois. Et elle est en mode oh mais moi je supporte tout. Ça me rendait ouf. Et puis après la seconde partie, du coup il y a cette partie retour dans le temps, essayer de repartir sur de nouvelles vagues, etc. J'ai un peu peur parce que dans la seconde partie il y a quand même des excuses trouvées au mec sur son comportement. Donc j'avoue que quand je l'ai lu tout seul, j'étais en mode il est très beau, alors pour le coup il est magnifique, hein. Voilà, les dessins sont sublimes, c'est très moderne ça pour le coup, il n'y a pas de problème. Voilà, je le trouvais magnifique, mais je voulais pas un dénouement, on va dire, qui me convienne pas. Alice m'a rassurée sur le dénouement de l'histoire ou sur l'avancée du truc, mais je suis pas sûre de prendre le risque quand même, je ne sais pas. Je lui demanderai confirmation de comment ça finit. Pour le coup, j'ai besoin de savoir comment ça finit. Parce que si c'est pour qu'elle se tape le mec toxique en lui disant oui mais en fait il est pas si méchant que ça, c'est non, là ça passerait pas, c'est aller trop loin dans la première partie du manga.
Donc c'est intéressant, c'est beau. Je pense que l'intrigue est intéressante et moderne, mais c'est qu'un premier tome, donc je ne suis pas sûre du développement. En fonction de la fin, ça changerait totalement mon avis sur le truc. Si c'est une fin romantique, c'est hyper mauvais pour moi. Si c'est une fin indépendante et femme forte, ça me plaît. Donc, faut voir. Donc merci Alice pour ces multiples découvertes. Je lirai pas forcément la suite, mais c'est toujours intéressant de découvrir des choses différentes, surtout qu'elle les a particulièrement aimées, donc ça ne peut que m'intéresser puisque elle, je l'aime. Et maintenant, on va passer au roman, et il y en a quand même pas mal. Et on est déjà à 17 minutes, Seigneur Dieu. J'ai relu Aristote et Dante. Armin qui est l'un d'entre vous, me l'avait renvoyé avec des post-it à différents endroits, et je voulais le relire depuis longtemps puisque j'aimerais bien lire le 2. J'avoue qu'il m'a un peu moins bâmé que dans mes souvenirs. Alors, je nuance, il reste excellent. Je pense que pour des adolescents, adolescentes ou jeunes adultes, il est excellent. Moi, j'avoue que le manque de communication m'a un peu pété les roubignoles sur cette relecture. Puis bon, je l'avais déjà lu, mais j'avais quand même grandement oublié beaucoup de choses. Ça se voit où ça va, voilà, je trouve que ça souffre un petit peu, le personnage principal souffre un petit peu d'un manque de dialogue qui m'agace un petit peu. Maintenant, je ne change pas mon avis sur la plume. Il est extrêmement bien écrit. C'est un très beau livre qui a un excellent message. Enfin, non, qui a un message juste et qui peut parler à beaucoup de monde. Je pense qu'il me parle moins maintenant parce que j'ai vieilli, tout simplement, et que quand on parle plus maintenant, ça m'agace encore plus qu'avant. Mais voilà, ça reste un très bel ouvrage, et je lirai le 2 quand il sera sorti en poche, parce que du coup j'ai le premier en poche. Mais voilà, ça reste un très beau roman que je conseille. C'est ces deux adolescents qui sont un peu dans leur bulle, un peu marginale, et qui découvrent une belle amitié, alors qu'ils ont du mal à se lier d'habitude, qui créent quelque chose de joli. Le personnage principal, c'est un gamin qui se connaît pas et qui a peur de se connaître, et c'est beau, voilà, c'est beau et ça peut faire du bien au niveau lecture, et même si ça vous parle pas en termes de message, ça peut vous parler en termes de plume parce que vraiment c'est très joliment écrit. Donc on va dire que j'avais mis 20 à ma première lecture, je pense que là ça serait un 18 ou un 19. Vous voyez, ça reste quand même excellent, c'est juste que mon waouh de l'époque a un peu ténu, mais on est quand même sur une merveille. Alors là on est moins sur une merveille. J'ai lu Les Ailes d'Émeraude que Dracolos, donc l'une d'entre vous, je ne sais plus ton genre, je crois que t'es une meuf, m'avait envoyé il y a, plusieurs années. Et je l'avais lu parce que j'essaie de taper dans ma pile à lire au maximum pour essayer de réduire un petit peu cette quantité énorme. C'est mort avec mon anniversaire d'ailleurs, hein. Toute l'avance que j'avais prise, lol. Donc du coup voilà, j'ai Les Ailes d'Émeraude, j'ai lu Les Ailes d'Émeraude, et je l'ai lu aussi parce que j'ai lu de Sang de glace et de je sais plus quoi, je vous le mettrai, le roman avec les sirènes là que j'avais bien aimé, du coup j'étais curieuse. Et je dois avouer que j'ai été un peu déçue. Alors j'ai reçu les tomes 2 et 3 que je vous montrerai dans le prochain book haul, toujours de Dracolos, donc je vais lire la suite. De toute façon j'avais envie de la lire, mais je trouve que ça se sent que ça a été écrit, je crois que c'était en 2004, ça se sent. L'héroïne est quand même un peu ce qui m'agace dans le mode elle arrive dans un truc qu'elle connaît pas, elle écoute rien ni personne, il y a une tempête de neige dehors mais elle est vénère, on lui dit sors pas, c'est dangereux, elle sort quand même, vous voyez ce genre de bail. Bon, ça me fatigue ce genre de comportement non réfléchi de la part des femmes fortes, on va dire, voilà, ça m'agace un petit peu. Le love interest est cousu de fil blanc, ce qui ne m'empêche pas d'avoir pris du bon moment, on va dire de bons moments à le lire et à le kiffer. Mais voilà, on va dire que ça manque de subtilité par rapport à des lectures plus récentes. Par contre, ça reste très agréable à lire, très léger en termes de... Enfin, c'est un page turner, clairement. Il n'y a pas de mal à rentrer dedans, titre. Et c'est très agréable en termes d'intrigue, il y a de gros enjeux. C'est peut-être un peu rushé sur la fin, quand même, mais j'ai les tomes 2 et 3 qui m'attendent, donc je pourrais savourer un petit peu le développement de cette fifille. C'était sympathique. Pas aussi bien que d'autres sagas plus récentes. Voilà, je vous dis, je pense que ça sent que ça a été écrit il y a longtemps, mais une bonne lecture quand même, et je me réjouis de lire la suite et de pouvoir un petit peu assister au dénouement de toute cette histoire. Je vais peut-être vous lire le résumé, je vous l'ai pas lu pour Aristote et Dante parce que je vous en ai déjà parlé en update, mais peut-être pour Les Ailes d'Émeraude ça peut être smart. À bientôt 18 ans, Cassiopée est contrainte de quitter l'orphelinat où elle vit depuis le tragique accident qui l'a privée de toute famille. Livrée à elle-même dans la ville foisonnante et hostile de Philadelphie, la jeune femme a la désagréable impression d'être suivie, jusqu'au jour où deux inconnus l'agressent. Au moment le plus critique, elle est tirée de ce mauvais pas par un mystérieux et séduisant garçon, Gabriel. Ce dernier ne lui est pas totalement étranger, et leur rencontre est loin d'être due au hasard. Grâce à lui, Cassiopée va découvrir sa véritable nature, avec ce qu'elle a de meilleur mais aussi de pire, et peut-être percer enfin les mystères de son passé.
Voilà. Ah, passons sur une belle découverte. Circé, je voulais le résumer et on en cause après. Fruit des amours d'un dieu et d'une mortelle, Circé, la nymphe, grandit parmi les divinités de l'Olympe. Mais son caractère détonne. On l'a dit sorcière parce qu'elle aime changer les choses. Plus humaine que céleste parce qu'elle est sensible. En l'exilant sur une île déserte comme le fut jadis Prométhée pour avoir trop aimé les hommes, ses pères ne lui ont-ils pas plutôt rendu service? Là, l'immortelle peut choisir qui elle est. Demi-déesse, certes, mais femme avant tout. Puissante, libre, amoureuse. Alors, j'avais déjà lu... Attends, je vais y arriver... Le Chant d'Achille, de la même autrice, donc de Madeline Miller. J'avais beaucoup aimé le Chant d'Achille, mais un peu comme une grande sœur qui verrait deux petits frères évoluer. Ou une maman, enfin tu vois ce que je veux dire. En gros, j'avais beaucoup de tendresse pour les personnages. Mais on peut pas dire que je m'identifiais. Là, pour le coup, j'ai eu plus d'identification. Forcément, l'héroïne est une femme. Elle passe par des relations amoureuses compliquées, une relation familiale compliquée. Alors bon, je m'identifie pas à une vie d'immortel, hein, vu que je suis immortelle. Bon, j'ai pas un père qui est le dieu du soleil, je fréquente pas un dieu, je couche pas avec Hermès, même si après ce roman, j'aimerais bien. Donc voilà, on va dire que l'identification a quand même ses limites, hein. Mais le procédé a quand même mieux marché pour moi sur ce livre-là. Maintenant, je pense que ça dépend tout simplement de qui vous êtes et de quel est votre genre et de qui vous voulez péchoter aussi. En termes de plumes, je trouve que ça se vaut. Pour le coup, les deux sont très très bien écrits. C'est pas la plume la plus simple à lire, hein, pour le coup, Madeline Miller, puisqu'il y a quand même ce langage un peu... On va pas dire élégant, mais un peu élégant, bien tourné par rapport à la mythologie. Il y a un côté un peu sacré sur les personnages et aussi accessible de par leur mentalité. Donc ça fait un croisement qui est très agréable à lire et qui change par rapport à ce qu'on peut lire justement habituellement sur la mythologie grecque. Enfin sur la mythologie tout court. J'ai passé un très bon moment à lire Circé. Il y a de très belles phrases, de très belles tournures, des messages intéressants. On croise plusieurs personnages bien sûr connus. Il y a Ulysse, hein, avec qui elle a une histoire. D'ailleurs, j'ai bien aimé la déconstruction du personnage d'Ulysse qui a tout au fil du récit. On croise plusieurs divinités. Il y a une grosse réflexion par rapport à l'immortalité, par rapport à l'amour, par rapport à ce qu'on fait du temps qui nous est accordé. J'ai beaucoup aimé. Je dois dire qu'à choisir, je préfère Circé au Chant d'Achille, mais je vous dis, je pense que c'est plus dû à l'identification que j'ai eue. Il y a beaucoup de questions sur la maternité aussi. Enfin voilà, c'est des choses que moi, en tant que femme qui se genre comme telle, ça m'a parlé, plus que dans le Chant d'Achille, mais les deux se valent. Les deux sont de très bons romans, donc à vous de voir selon votre affinité personnelle par lequel commencer. Voilà, personnellement, j'ai une petite préférence pour Circé, mais les deux ont été excellents pour moi. Donc voilà, petite douceur pour Circé, et je me suis sentie assez proche d'elle. Pas dans le sens où je réagissais comme elle, mais par contre où j'avais une forme d'amitié pour cette femme. Je pense que... Ouais, c'était intéressant. Alors pour le coup, c'est pas vrai non plus de A à Z. C'est-à-dire que c'est inspiré de la mythologie, mais il y a des faits qui sont ou romancés, ou inventés, ou alors omis. Par exemple, Circé a eu beaucoup d'enfants avec Ulysse. Là, il n'est fait mention que d'un seul, typiquement. Néanmoins, c'est une excellente approche, et puis après tout, les mythes, chacun en fait ce qu'il veut. Hein. Donc Circé, je recommande. Alors par contre, ce que je vais pas pouvoir recommander, la 9e maison de Leigh Bardugo. Putain, je voulais l'aimer. Je voulais, parce que j'ai lu Six of Crows de Leigh Bardugo, et je le sentais bien. J'ai beaucoup aimé Six of Crows. J'ai pas réussi à dépasser la page 75. Et pour atteindre la page 75, je me suis battue avec moi-même. Les modos peuvent en attester parce que je l'ai lu quand j'étais à Bayonne, enfin j'ai essayé, j'arrivais pas. Il y a 50 000 prénoms, tu comprends rien, t'as 4 ellipses en 10 pages, non, c'était pas possible. Alors j'ai essayé de m'accrocher parce que j'ai vu des commentaires en mode à partir de la page 100 ça va mieux. J'ai pas réussi. Vraiment, j'ai pas réussi. J'ai bloqué toutes les 20 pages. T'es en mode putain, j'en peux plus. T'as plein de descriptions qui tombent, tu sais pas pourquoi. Le personnage principal, au bout de 75 pages, tu sais toujours pas comment il fonctionne. Alors, il te raconte des morceaux de sa vie, mais comment elle est, elle, au fond de ses tripes, t'en sais rien. Il te sort plein de noms qui popent nulle part. Non, c'est le style, j'ai bloqué de ouf. Mais vraiment de ouf. Et c'est pas faute d'avoir voulu, mais je suis déçue. C'est rare hein, que j'abandonne un bouquin, mais là... Je voulais le résumer quand même parce que le résumé est tentant. Alors qu'elle se remet de ses blessures à la suite d'un massacre inexpliqué, Alex Stern se voit proposer d'intégrer l'université Yale au sein de la maison L'été. Cette société secrète a pour mission de contrôler l'usage de la magie au sein des 8 autres maisons que compte la prestigieuse institution. La jeune femme doit cette opposition enviable, quoique dangereuse, a un talent très particulier. Elle est capable de voir les fantômes. Mais un soir, elle est témoin d'un meurtre d'une violence rare. Son enquête la confrontera à des forces qui défient l'imagination. Ouais, non, voilà, j'ai pas atteint ce stade-là. Enfin si, en plus, parce que tu commences avec dans le futur, puis t'as une ellipse qui t'emmène au passé-passé,
puis t'as une ellipse qui t'emmène au passé, mais d'avant moins, passé, puis après une autre ellipse qui t'amène au passé du passé. Bref, non, ça m'a perturbé, ça m'a saoulé. Puis en plus, c'est des ellipses, t'as plein de noms, je vous dis, des noms de rues, tu t'en bats les couilles, tu te perds. Non, c'est pas pour moi. Désolée, j'aurais aimé, mais des fois ça veut pas, hein, faut pas se battre. Du coup, après, j'avais besoin de me remonter le moral, j'ai lu le tome 2 de Blackwater, et oui, j'aime cette saga. Alors pour le coup, j'ai un peu moins aimé le tome 2 que le tome 1 néanmoins. Le tome 1, il y avait beaucoup plus d'action. Là, ça stagne sa race quand même. Hein. Bon, après, il y en a 6 en tout, donc forcément, il peut pas y avoir des climax tout le temps. Mais quand tu vois dans le tome 1, t'as quand même 2 ou 3 persos qui crèvent. Là, ouais, ça discute, quoi. Non, mais après, tu comprends ce qui se met en place. Tu te fais pas chier en le lisant. Hein. Je l'ai dévoré, de toute façon, c'est très court. Je l'ai dévoré très rapidement. Les personnages sont justement très bien construits. Ça apporte ça. Mais j'aurais bien aimé un petit mort ou deux en plus, tu vois. Enfin, c'est pas quand même. Mais à mon avis, dans le 3... D'ailleurs, le 3, je vous en parle bientôt en book haul. Mais voilà, donc le 2 est toujours aussi bien. La plume est toujours aussi stylée. Les personnages toujours aussi creusés. Il me manquait un peu de sang, mais ça viendra sans doute par la suite. Je ne m'inquiète pas trop. Ah bah, il nous reste plus que des petits coups de cœur, hein. Alors, je vais commencer. Attention, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Préparez-vous à 10 minutes. Prenez une verveine. Un palais de flammes et d'argent, pardon, un palais de flammes d'argent, je sais pas pourquoi je fous un « et » à chaque fois, de Sarah J. Maas, le tome 4 d'Akotar, donc de Un palais d'épines et de roses. Akotar, c'est l'acronyme du nom en anglais, hein, pour ceux qui se demandent, parce que moi je me demandais au début. Alors, ce livre-là, on change de personnage principal, c'est-à-dire que les 3 premiers tomes, vous avez le personnage principal de Fer, qui évolue dans le monde des Fae. Et il y a le tome 3,5 qui fait office d'un happy end, on va dire, prolongé. Enfin, pas un happy end, une end plutôt prolongée. On passe plus de temps avec les personnages qui ont plus d'interactions, etc. C'est un petit bonus de la première trilogie. Et là, on commence du coup une autre trilogie avec un autre personnage principal que je vais pas vous spoiler, mais que de base, j'aimais pas trop. C'est-à-dire que j'ai attaqué ce bouquin en me disant « Waouh, on part sur un personnage principal qui me pète les couilles violent, surtout dans le 3,5 d'ailleurs ». J'ai peur un petit peu quand même, j'ai un petit peu peur. Et c'est mon tome préféré. Voilà, je suis hyper impressionnée par ce qu'a fait cette femme. Enfin, je parle de l'autrice, mais je peux aussi parler du personnage principal. Ce que j'adore dans Akotar, alors je déconne souvent en vous disant qu'il y a de très bonnes scènes de cul. C'est vrai, il y a de très bonnes scènes de sexe dans cette saga. Ce qui n'est pas si facile à trouver, hein, clairement. Donc voilà, oui, c'est vrai que je rigole souvent avec ça. Maintenant, les scènes de sexe sont minimes par rapport à l'intrigue en elle-même. Typiquement, dans le tome 2 de Akotar, il y a... Non, attends, je vais dire une bêtise. Dans le tome 3 de Akotar, il y a 2 scènes de sexe, alors qu'il fait 700 pages, si vous voulez. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est pas au cœur du récit. Et alors, ce qui est reproché à ce tome-là, il y a plusieurs choses qui sont reprochées. Une des choses principales, c'est qu'il y a trop de sexe, pour beaucoup. Alors de base, j'ai envie de dire que si tu lis cette saga et que t'aimes pas les scènes de cul, faut pas lire Akotar, hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça fait quand même partie de l'histoire aussi. Ce qui est normal. Attention, je ne jette pas la pierre à ceux qui n'aiment pas ça, hein. Tout à fait le droit, mais c'est un peu genre, je sais pas, c'est comme si t'aimes pas les livres qui parlent d'histoire et tu lis Les 3 Mousquetaires. Bah, tu vas te faire chier, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, il y a du sexe à l'intérieur. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus de scènes de sexe. Je suis désolée là-dessus. Plus intense, oui. Plus intense, clairement. Mais c'est lié au personnage. Alors effectivement, les relations sexuelles de Fer avec ses amants dans la première trilogie sont parfois intenses, hein, souvent même, mais toujours très romantiques. Il y a toujours une grosse relation psychique avec son partenaire. Là, c'est plus bestial. Oui, c'est vrai, mais c'est pas gratuit. Ça vient des personnages. Alors oui, on peut me dire, oui, mais c'est facile, l'autrice a fait ça pour du sexe facile. Bah peut-être, mais en attendant, ça colle avec les personnages. Donc, je suis désolée, le personnage principal, tu lui aurais foutu les mêmes scènes de sexe que Fer a eu dans sa trilogie, ça n'aurait pas été crédible une seconde. Chose que moi j'admire énormément dans cette saga, c'est le développement des personnages. Parce que j'en ai lu pas mal des sagas, mine de rien, de fantasy, ou même des sagas tout court, c'est pas cliché. Je suis désolée, c'est pas cliché, il y a une vraie profondeur apportée aux personnages, il y a une vraie réflexion, il y a des messages qui sont sains, ils sont hyper sains. C'est un parti pris hyper culotté de prendre un personnage qui n'est pas très aimé, parce que je ne suis pas la seule du tout à pas avoir été chaude pour le personnage principal de ce tome, hein. Vraiment pas. C'est un personnage qui agace beaucoup de lecteurs, ce qui est normal, parce que bah il est fait pour ça. Enfin, c'est-à-dire que quand tu le vois développer, bah il peut être que désagréable. C'est courageux d'avoir pris ce personnage en personnage principal, et c'est très bien fait. C'est très bien fait. On va jusqu'au bout
de la noirceur, de la peur, de l'angoisse. Le personnage, il n'est pas écrit pour être aimé, il est écrit pour être. Voilà, il est écrit pour exister. À la fin de ce livre, il y a un dialogue entre ce personnage et un autre, que je ne vais pas nommer pour pas spoiler, qui est cathartique, qui peut faire un bien fou à tellement de gens. Et ça, c'est un truc que j'ai retrouvé tout au long de la saga. Parce que certes, c'est de la fantaisie, certes, il y a du cul, mais il y a des messages dans cette saga qui sont sains. Dans le 3, je vous en ai déjà parlé, mais dans le 3, il y a un moment justement où il y a une scène de sexe entre Fer et un homme. Et Fer, à la fin, lui fait « Ah, je t'ai manqué, dis donc, hein, ça s'est vu, hein !» Et lui, il la regarde super sérieux, il fait « Ouais, tu m'as manqué sexuellement, c'est vrai, mais tu m'as surtout manqué en tant qu'ami. Genre de pas pouvoir parler avec toi, rire avec toi. » Puis il se fait un câlin. Bah voilà. Dans le 2, il y a un moment où Fer veut faire quelque chose, et elle demande son avis à son partenaire, et son partenaire lui dit, bah en fait, moi je pense que c'est dangereux, mais c'est ton choix. J'ai pas à t'imposer ton choix. Donc t'as mon soutien, quoi que tu décides. On peut critiquer, hein. On peut critiquer, dire il y a du cul, du machin. Trouvez-moi une autre œuvre contemporaine maintenant de fantasy qui traite de ça comme ça, sans passer par des clichés toxiques. Bah j'en ai pas encore lu. Alors je dis, tant mieux s'il y en a, tant mieux, hein. Mais ACOTAR, pour moi, certes il y a du bon sexe qui fait que ce sont des livres à lire que d'une seule main à certains moments, mais surtout, moralement parlant, je trouve que ça fait du bien. J'ai aimé ces personnages, j'aime ces personnages profondément. Pas tous pareil, il y en a que j'aime plus que d'autres, mais je les aime. Ils existent à mes yeux, ils existent vraiment, et parce que l'autrice a eu le courage de sortir un peu des sentiers battus. J'aime ça. J'ai trouvé que le sexe, pour le coup, certes était plus brutal, plus descriptif aussi, mais ça parle de préliminaire, ça parle de masturbation, ça parle du plaisir du partenaire. Il y a un moment où le personnage principal reçoit un préliminaire, comment dire ça, reçoit un cuni, voilà, soyons clairs, on va dire les choses, et le partenaire s'en va après en disant, bah voilà, c'est pour te faire plaisir. Voilà. Ça, j'aime, en fait. J'aime le sexe intelligent, j'aime le sexe moderne, j'aime le sexe libre, j'aime le sexe qui n'est pas culpabilisateur, j'aime le sexe quand c'est un échange, un partage, j'aime le féminisme aussi qu'il y a dans ce livre, putain j'allais même pas en parler, j'avais dit que ça allait être long, il y a un message féministe de sororité dans ce bouquin qui est fou, il y a plusieurs femmes qui ont souffert, qui ont souffert souvent à cause des hommes, qui se retrouvent, qui créent quelque chose de beau, de fort, elles regroupent leurs souffrances entre elles s'aident à avancer, c'est beau! C'est beau, bordel! Alors oui, peut-être qu'on peut reprocher des trucs, mais putain, le bon là-dedans, il est là, quoi. Et j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré cette force qu'elle m'a donnée, j'ai adoré ce message, j'ai adoré ce... Putain, c'est pas parce que tu fais de la merde dans ta vie que t'es condamné à la reproduire, cette merde, que t'es condamné à rester dedans. Tu peux avancer. Ça veut pas dire que t'es pardonné, ça veut pas dire que t'as pas fait de la merde avant, mais tu peux avancer. Et ce livre, c'est ça qui te dit. Et c'est bien. C'est juste bien. Ça dit pas que les torts, ils ont pas existé. Ça dit pas que t'as pas fait de la merde avant. Ça le nie pas. Mais ça te condamne pas à rester dedans. Ah, ça fait du bien. Lisez, franchement, lisez ACOTAR. Lisez ACOTAR. Déjà, pour la vision du sexe que je trouve très saine. Alors, le premier, je le trouve sympa, mais sans plus. Pour moi, le premier tome de ACOTAR, c'est une réécriture de La Belle et la Bête qui est sympathique, mais qui n'est pas extraordinaire. C'est un livre de fantaisie sympathique. Il y a des messages cool déjà, hein, mais voilà. C'est à partir du 2 où, pour moi, cette saga devient vraiment géniale. Et le 4, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur parce que, humainement parlant, c'est le plus juste. Et j'ai aimé lire ça. Vraiment. Voilà. Donc, c'est un gros coup de cœur pour ma part. Au-dessus du 2, parce que moi, pour le moment, en termes de lecture, ça faisait 2, 3, 1 en termes de préférence. Maintenant, du coup, ça fait 4, 2, 3, 1. Le 3 est très bien, hein, c'est juste que y a tellement d'action que moi je manquais de moments justement intimes. Je parle pas forcément de sexe, mais genre de dialogue et d'échange. Il y a tellement d'action dans le 3 et que c'est incroyable, hein, mais ça me manquait ces moments de construction humaine que j'ai pleinement retrouvé dans celui-ci. Donc voilà, énorme coup de cœur pour moi pour ce tome-là et je suis très heureuse de l'avoir découvert. On continue dans les coups de cœur. J'ai reçu de la part de Sky, une de mes modos, enfin une de mes apprenties bientôt modos, Mémoire de la forêt qu'elle m'a offert à mon anniversaire. J'ai failli pleurer 12 fois, voilà. C'est l'histoire donc de ce monsieur renard qui est libraire et Ferdinand Lataupe qui est un client
et qui arrive dans la librairie pour essayer de récupérer le livre qu'il a écrit lui il y a plusieurs années. Et en fait, ce livre a été acheté quelques jours auparavant, et du coup, le libraire part en quête avec Monsieur Taupe pour retrouver la personne qui a acheté le bouquin, et du coup, il fait un voyage, en gros, dans son passé, puisque le bouquin retrace son passé. Ce qui est très difficile à lire, c'est que du coup, Ferdinand Taupe, c'est un vieux Monsieur Taupe qui souffre d'une maladie qui fait qu'il oublie son passé. Et autant au début c'est léger et mignon, autant plus le récit avance, plus c'est dur, plus c'est triste, plus ça parle, plus ça fait écho à ce qu'on peut vivre nous, avec nos grands-parents. C'est pas une lecture facile dans ce sens-là. Par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est un bel hommage à la vieillesse, c'est un bel hommage à la vie qui avance et qui se termine, c'est un bel hommage à l'amour, au partage, à l'échange. C'est un bel hommage aussi à la façon dont on doit s'occuper des personnes âgées. C'est pas parce qu'ils vieillissent qu'on doit les mettre dans un coin et plus les calculer. C'est beau, c'est un très beau livre. C'est un livre jeunesse pour le coup, qui est tout à fait lisible à n'importe quel âge. Je le conseille pas pour les personnes qui sont très sensibles sur ce sujet. Pardon, je bégaye. C'est dur à dire sur ce sujet, mais je le conseille à tout le monde, malgré ça. Tu vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, pour moi, tout le monde peut le lire et aimera sa lecture. Par contre, effectivement, si la maladie d'Alzheimer ou même la vieillesse, la mort, si ce sont des sujets qui vous font peur ou qui vous angoissent, c'est pas un livre qui va vous faire du bien, parce que c'est un livre qui en parle en profondeur. Par contre, c'est un livre qui en parle avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, et beaucoup de rire aussi. Beaucoup de rire, beaucoup d'humanité, on y revient. Hein. C'est un très beau livre. Vraiment, je suis très heureuse de l'avoir. Merci Mascaille pour me l'avoir offert. Je le chérirai avec amour. En plus, en termes d'objet livre, il est magnifique. Il y a de très belles illustrations qui ponctuent le récit. Il y a une page que j'adore. Alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, le manoir qui est là. Je la trouve super belle cette illustration là. Mais il y en a plein, hein. Enfin il y en a plein. Il y en a pas toutes les pages non plus, mais vous voyez, il y a quand même... celle-là je vais pas vous la montrer, ça vous spoil. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de petites illustrations à différents endroits. Pas tout le temps, mais il y en a. Donc voilà, c'est un très bel objet livre pour un très beau contenu. Je le recommande. Voilà. J'ai failli pleurer, mais j'ai pas pleuré, cela dit. Hein. Après j'étais en phase blocage émotionnel. Suite à, on va dire, des problèmes que j'ai eu pendant le mois d'août. J'étais en phase où j'avais envie de pleurer, mais j'arrivais pas. J'ai senti que celui-là... Si j'avais pu, j'aurais pleuré, mais j'ai bloqué. Et je termine par une note un peu plus joyeuse. Le Prince Cruel. Oui, je l'ai enfin lu. Alice m'a enfin passé son exemplaire avec ses post-it, et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de post-it, hein, quand même. Hein, voilà. Et encore, je m'attendais à plus, honnêtement, vu la verve de cette jeune femme. C'était une très bonne lecture. C'était une très très bonne lecture. Alors, en termes de... parce que je le compare forcément un peu à Cotard, puisque ce sont aussi des faets. Donc je commence à me dire que j'aime vraiment beaucoup les faets d'ailleurs, vraiment. Si je dois mettre à égalité, genre, imaginons que je n'ai lu que le tome 1 de Cotard, Le Prince Cruel est meilleur. En termes de saga dans son entièreté, du coup, je ne peux pas encore comparer. Pour le moment, pour moi, ça manque de profondeur. Ce qui est normal, c'est un tome 1. Maintenant, il est d'une maturité et d'un développement supérieur au tome 1 de Cotard. À voir comment ça continue. J'ai pas du tout été choquée parce qu'Alice, elle, en gros, son truc qui la rendait ouf, c'était la romance qu'elle devinait dans l'histoire. Y a pas du tout de romance dans ce tome, hein. Donc en gros, c'est juste que elle s'est mise en tête qu'il allait y en avoir une parce qu'on la devine, et du coup, elle a tout pris en mode ah mais c'est pas possible, oh là là, ça va le finir. Enfin voilà. Elle a réagi avec passion, n'est-ce pas, Alice? Et du coup, moi, pour le coup, j'ai pas eu de mal à me dire, bon, je devine qu'il va y avoir un truc plus tard, mais pour le moment, il n'y a pas. Du coup, ça m'a absolument pas choquée. Oui, il y a un mec... bon, en gros, je vous résume l'histoire, hein, parce que bon, il y a des failles. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Jude, qui se retrouve en tant qu'humaine à devoir vivre là-bas, en étant bien considérée quand même, tu vois. Elle se fait un peu adopter par un faillé. Je vous explique pas comment ni pourquoi, mais le début, il est pote. Soyez prêts. Et Jude, en gros, elle a un peu ce trait de caractère qui m'horripile parfois chez les héroïnes, à savoir que des fois, elle est un peu rentre dedans. Typiquement, elle est dans une classe, du coup, avec d'autres faillés, et il y a un moment où elle provoque. Ça, je sais que typiquement, Alice, ça l'a énervée. Moi, pas du tout, pour le coup, parce que je trouve que le développement des personnages est tellement bien fait que c'est pas tombé de nulle part. C'est pas genre la meuf qui a une crise d'adolescence et qui est chiante, tu vois. On n'est pas sur les ailes d'émeraude. Voilà, typiquement, les ailes d'émeraude, ça me fait chier. Là,
Quand Jude réagit avec impulsivité, il y a toujours une raison derrière qui nous est expliquée. Il y a un background, il y a un quotidien qu'on connaît chez elle, ce qui fait que pour moi l'héroïne est déjà très vraisemblable. J'ai beaucoup apprécié Jude, beaucoup. Moins sa sœur jumelle, mais ça on en reparlera. Le love interest est effectivement assez rapidement devinable, voilà, hein, on devine très vite qui va être son mec dans la suite. C'est sûr que si tu restes sur cette idée-là, bon, bah c'est un peu comme avec ce manga-là, en gros. T'es en mode, ouais, non, parce que là, tu le vois agir mal. Non, c'est plus en mode, bon, bah il a pas l'air dingue quand même, quoi. Cocotte, tu pourrais choisir mieux. Mais ça m'a pas choqué. Moi, honnêtement, j'ai passé un super moment. La lecture a été hyper fluide, hyper rapide. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, alors que c'est quand même un pavassou, hein. Y a beaucoup d'action. L'enjeu des royaumes est très clair. C'est très bien écrit, les persos sont cool, bien développés. Moi j'aime bien le mec qui fait Love Interest, que du coup je vous spoil pas. Moi forcément je l'aime bien, perso voilà, j'ai pas de mal avec lui. Certes il est pas brillant d'intelligence au début, bon enfin c'est pas le premier. Et puis j'ai bien aimé le développement qu'il amorce déjà maintenant. Donc j'adore les persos, les potes de Jude. Elle a des potes, on va dire un peu espions, qui ont l'air trop cool, je les aime déjà d'amour. Je devine que ça va être un petit peu le groupe que j'adore également dans ACOTAR. Enfin voilà, je veux lire la suite. Je vais lire la suite. Je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai du temps. Mais j'adore, et je commence à me dire que vraiment j'aime beaucoup les Faye. Après je crois qu'il n'y aura pas autant de cul dans Le Prince Cruel que dans ACOTAR. Ça c'est dommage. Mais bon, on peut pas avoir du cul partout non plus. Même si ce serait bien. Enfin, je vais peut-être vous lire le résumé du Prince Cruel quand même, parce que autant les autres, bon quand c'est des suites je peux pas en parler, autant là, bon. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Il y a pas mal de persos qui évoluent autour des personnages qui sont vraiment cool. Ou dans le bon ou dans le mauvais sens d'ailleurs. Mais du coup ouais, hâte de lire la suite et j'aime les Fae. Voilà. Je suis à 45 minutes de temps. En fait le piège, c'est que j'ai moins lu en termes de nombre que les mois précédents. Mais c'est des romans et les romans j'en parle forcément beaucoup plus. Surtout quand il y a ACOTAR. Du coup, on se laisse là. Je vous laisse me dire en commentaire vos dernières lectures à vous et ce que vous en avez pensé, en tout cas celles qui vous ont marqué en bien ou en mal. Et surtout, n'hésitez pas à me dire, parmi les titres dont je vous ai parlé aujourd'hui, lesquels vous tentent le plus. S'il y en a, est-ce que vous aimeriez bien me piquer quelques-uns de mes bouquins? J'adore quand je vous tente. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous en attendant. Mouah.